Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Eclipse, la face cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par Clac, agence d'Operating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financière, marketing ou commerciale. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette saison 2 de Eclipse Podcast. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qu'on n'avait pas vu lors de leur première saison. Un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de la food et plus particulièrement de la restauration rapide. Et pour ça, on a avec nous un invité de marque, Anthony de New School Tacos. Anthony, salut à toi. Salut Paul, je suis ravi d'être là. Pour commencer, tu vas te présenter, tu le feras mieux que moi. Donc qui tu es, ton parcours d'entrepreneur et surtout ton enseigne New School Tacos. Avec plaisir Paul. Surtout que ça fait longtemps qu'on repousse ce podcast. C'est vrai. On a réussi à le faire. Du coup, moi c'est Anthony, cofondateur de New School Tacos, avec Selim Jawadji, pour ceux qui suivent un petit peu ce qu'on fait, et qui est très, très présent pour donner de l'info et se tenir au courant de notre actualité New School de manière générale. Donc nous, si tu veux, pour résumer un petit peu, on a démarré dans la restauration et par l'enseigne New School Tacos il y a 6 ans à peu près. 6 ans de ça, donc à Toulouse, après une expérience à l'étranger d'environ 2 ans en Australie. Et on a fait une petite étude de marché en rentrant de l'étranger entre différentes villes françaises, Strasbourg, Marseille, Montpellier, Toulouse évidemment. Et on a décidé de poser nos valises à Toulouse par opportunité, étude stratégique, et on savait qu'il y avait quelque chose à faire sur ce marché ici. Et on l'a fait pour démarrer notre enseigne. Ok, voilà. Très clair. Aujourd'hui, on a pas mal développé. Donc il y a certaines étapes par lesquelles on est passé et je pense que tu vas me poser les questions, on va y revenir. Exactement. Mais du coup, à ce jour, on est sur une phase un petit peu cruciale et importante de notre développement parce qu'on recrute beaucoup en ce moment. À ce jour, on a démarré à peu près il y a 6 ans, on a 25 restaurants ouverts à ce jour, dont un à l'étranger, d'autres qui sont en cours aussi pour l'international. Et on est sur une équipe qui compte 12 personnes, on vient pas mal de staffer, on était 6 il y a encore quelques mois. Au sein du siège sur la tête de réseau, et on a vraiment sectorisé le travail de chaque personne et pour qu'il y ait 4 gros pôles sur lesquels on bosse au quotidien pour l'appui de nos franchisés. Ok, donc vraiment une grosse phase de structuration en interne, particulièrement du siège pour absorber cette croissance et passer sereinement ces différents caps. Très clair. Exactement. On va s'intéresser, l'objet de ce podcast, c'est quand même Eclipse, la face cachée d'un business en croissance. Donc, comme tu l'as dit au début de ton introduction, l'idée c'est qu'on parle un petit peu des difficultés, des obstacles que tu as pu rencontrer au cours de la croissance de New School, au cours de ton parcours d'entrepreneur, et surtout des solutions que tu as mis en place pour les contourner. C'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, tu l'as dit, aujourd'hui vous avez 25 restos, dont un à l'international, mais également je pense ne pas me tromper quand je dis ça, il y a beaucoup de projets qui sont en cours d'ouverture, en France comme à l'international, donc pas mal d'opportunités. Donc nous en fait ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment structurer un réseau de franchise, mais de manière durable. Comment structurer un réseau de franchise solide et le pérenniser. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà, déjà moi ma première question, ce qui me vient à l'esprit, c'est à quel moment tu te dis ok, j'ai un resto, j'en ai ouvert un deuxième, un troisième parce que ça marchait bien. À quel moment je me lance dans l'aventure franchise, et en particulier sur le marché du French Tacos. Quand on analyse un petit peu ce secteur d'activité, c'est quand même un secteur qui est très concurrentiel. Il y a quand même de grands acteurs, de grands concurrents, que ce soit au niveau des enseignes, mais même au niveau des indépendants. Ce qui fait que c'est quand même difficile à chiffrer. Toi, avec ton associé, avec Selim, à quel moment vous vous êtes dit on va se lancer dans l'aventure franchise sur ce marché ? Alors déjà ta question elle est bonne, parce que c'est vrai que des fois on voit beaucoup de franchises émergentes et beaucoup dans la food de nos jours, et pas mal de trucs qui se lancent, qui se montent, qui se démontent, et des trucs qui perdurent bien. Et puis de manière générale, il y a de plus en plus de beaux acteurs sur ce marché, du fast food en général, et puis de la street food, sur des concepts même plus ethniques ou autres. Mais nous, on est arrivé dans une période où on avait déjà grandi avec ce produit. On n'avait pas forcément l'objectif ultime de développer, et en franchise notamment, et à un rythme plus qu'un autre, mais on voulait déjà tester notre produit et l'amener d'une manière différente sur le marché, parce que c'est vrai que le tacos français aujourd'hui ça parle à tout le monde en France. Il y a 5, 6, 7 ans c'était un peu moins le cas. Nous ça fait à peu près 20 ans vraiment qu'on l'a vu naître et grandir ce produit. Okay.
donc en région grenobloise, d'où on est originaire, Selim et moi-même. Et depuis notre voyage à l'étranger, et même lorsqu'on est revenu, on avait envie de le travailler et de le montrer d'un aspect différent, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on avait analysé nous, c'est ce qu'on aimait dans ce produit, c'était la façon de personnaliser et vraiment de pouvoir te faire ta compo comme un propre chef. Aujourd'hui, ça existe aussi dans la pizza, même il y en a qui le font sur du burger ou ce style de produit. Et on trouvait que ce qui était proposé, ça allait pas forcément assez loin, parce qu'on peut tout faire avec ce produit. On peut imaginer des choses, on peut incorporer des ingrédients qui sont un peu inattendus, mais qui matchent bien, in fine, sur une compo originale. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu amener. On a réussi à le faire au fil des années. Il y a des régions dans lesquelles on est où ça parle vachement aux gens et où on a un panel de public beaucoup plus large que ce qu'on avait comme clientèle de défaut très jeune sur le tacos français. Donc nous, notre but, c'est de plaire à tout le monde. Et quand tu as cet objectif-là et que tu l'as fait à Toulouse et que c'est un succès, forcément, tu viens te poser la question, bon, est-ce que je peux emmener ma marque ailleurs ? Alors la première étape avant de se dire, on met tout en place et on lance de la franchise à tout bout de champ, parce qu'on avait un peu de demande, on faisait vraiment carton plein à Toulouse, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et on a su structurer, on a ouvert plusieurs restaurants, mais avant ça, on en a ouvert un deuxième, nous-mêmes en propre. On n'était pas encore structuré juridiquement, parce que le but, c'est de savoir aussi comment on a pérennisé et structuré les choses. Bien sûr. Et donc, ce qui était un établissement secondaire. Et l'étape intermédiaire, ça a été vraiment, on va ouvrir ailleurs dans une autre ville, donc Bordeaux en l'occurrence. On voulait une ville pas trop éloignée et pas trop proche pour pas se dire on profite de la résonance de notre notoriété. Non, on voulait vraiment voir ce qu'on donne ailleurs, là, en terrain inconnu, mais pas trop loin non plus pour des questions logistiques et de pratique. Il y a mon associé qui a déménagé là-bas pendant 18 mois, Okay. Qui a tout mis en place, qui a lancé. Donc on a ouvert sur la rive droite de Bordeaux, à Senon plus précisément, Senon-Mairie, et ça s'est super bien passé. À partir de là, effectivement, tu te dis, j'ai plusieurs options. Est-ce que je vais à mon rythme et j'ouvre mes boutiques en propre ? Est-ce que je cherche des fonds pour le faire ? Est-ce que j'enlève ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est petite anecdote, on a toujours autofinancé nos boutiques. Nous, ça a été une volonté et un état d'esprit qui nous collait à la peau. Donc il fallait soit qu'on s'associe ou qu'on ouvre notre capital pour aller plus vite. Et on n'était pas encore dans cette phase-là et dans cette optique-là. Soit qu'on commence à réfléchir à la franchise parce qu'on avait des gens qui étaient demandeurs. Ok, très clair. Voilà. Donc là, l'idée est née pour avoir un début de réflexion, on donne accès à la marque ou pas. Ok, et du coup, beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. Je vais reprendre certains points. Oui. Donc déjà, tout commence à la phase 1, c'est vraiment une étude approfondie du produit. C'est ça. Donc là, tu as dit quelque chose qui est hyper intéressant sur le tacos, et c'est la personnalisation du produit. C'est quelque chose qui tient vraiment une place importante en fait dans l'esprit des consommateurs aujourd'hui, que ce soit cet aspect personnalisation, même au niveau du marketing. C'est vraiment une grosse opportunité là-dedans à creuser. Et du coup, la deuxième chose aussi, c'est donc on a un premier resto qui marche bien, mais vraiment avant de se lancer, on sécurise et on va tester notre modèle ailleurs. Exactement. Okay, très clair. Tu as dit une chose intéressante aussi, tu as parlé de la franchise comme un modèle de développement, c'en est un parmi d'autres, tu as parlé aussi du modèle de développement en propre. Exactement. Donc à un moment, vous avez eu cette réflexion de vous dire, est-ce qu'on développe en propre ou est-ce qu'on développe en franchise ? Ou les deux. C'était vraiment, et puis c'est un peu ce qui s'est passé, pour rapidement. Reprendre un petit peu ce... Voilà, le truc, troisième boutique qui ouvre à Bordeaux, on travaille sur 10-12 mois, ça se passe super bien. On réapplique ce qu'on avait fait à Toulouse parce qu'on avait une manière de communiquer assez spéciale. On allait proche des équipes sportives locales, on faisait beaucoup de street marketing diverses. C'était des choses qu'on n'avait pas encore trop vues puisque c'était beaucoup réseaux sociaux, effectivement, c'était le moment. Certains de nos concurrents directs sur ce marché-là, que ce soit Tacos ou autre, avaient déjà pris le pas sur les réseaux sociaux, mais il y avait d'autres choses à faire au plus près des clients, dans la rue, avec les habitants, les locaux. Et en appliquant la même chose à Bordeaux, on a eu exactement les mêmes résultats, à échelle quasiment similaire. Donc là, effectivement, on s'est dit, écoute, on a de la demande, il faut la canaliser, il faut qu'on sache se structurer, et puis qu'on apprenne aussi ce que ça engendre, de donner accès à une marque, les responsabilités qu'on a, nous, vis-à-vis des personnes qui entrent dans notre réseau, les premières personnes qui entrent dans notre réseau, comment les sélectionner. Et de cette manière, et c'est là que vous intervenez aussi, on a sélectionné Clac, donc on est des partenaires de longue haleine avec Stéphane. Pour les auditeurs, ils l'auront déjà entendu sur notre podcast, j'imagine. C'est ça. Et puis toute votre équipe. Et effectivement, ça a été notre socle de bien s'entourer, entre guillemets. Ça a commencé par là. On a été accompagné juridiquement, sous les conseils de Stéphane aussi, par un cabinet avec qui ça se passe bien. Et puis on a construit les contours
de ce qu'on voyait nous pour notre marque et comment on allait le contractualiser. Parce qu'effectivement, tu as beau avoir toutes les affinités du monde avec la personne qui entre un petit peu chez toi, dans ton univers, et qui utilise ta marque. Demain, ça reste du business et il faut bien s'entendre, que ce soit professionnellement, humainement aussi. Ça a été un des gros critères de ce lancement d'aventure et c'est pour ça qu'on a pris le temps. Et on a eu tout de suite une ligne de conduite, c'était de se dire, ouvrir pour ouvrir, ça se fait déjà, ça se fait sur notre marché. On va pas rentrer dans un processus de course au drapeau ou quelque chose où on va vouloir s'essouffler pour passer devant qui que ce soit. C'était pas l'objectif premier. L'objectif, c'était de rester qualitatif, de reproduire ce qu'on savait faire dans nos restaurants propres. Et on a commencé avec des premiers contrats de franchise qui ont éclos. Et le même jour, les 2 premières franchises du réseau qui ont ouvert, donc 4e et 5e boutique, Marseille et Montauban. Ok. Assez proche de chez nous. Donc pour commencer cette belle phase de développement, vous avez déjà attaqué du coup le marché sur le sud-ouest, sud-sud-ouest en fait. Exactement. Ok, avant d'attaquer, aujourd'hui vous êtes présent un petit peu partout en France. Ouais, essentiellement sur le sud, mais on commence à avoir quelques boutiques sur le nord de France et on continue. Voilà, donc aux prémices de ce développement, déjà vous, ce qui vous est venu à l'idée, en plus d'apporter cette innovation, que ce soit au niveau du produit qui est le tacos, mais aussi dans votre manière, tu l'as très justement dit, de communiquer, de faire du marketing, vous vous êtes dit, ok, si on se lance, il faut qu'on soit bien entouré. Donc tu l'as dit dans tes précédents propos, voilà, cette phase de croissance, cette phase de développement, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Et pour l'absorber, pour la canaliser, il faut qu'on s'entoure de personnes qui connaissent le secteur, qui connaissent le métier, qui ont l'habitude en fait de travailler, de mettre en place ce genre d'outils, de processus. Et c'est notamment passé par Clack. Donc en fait l'idée, ça a vraiment été de construire, de bâtir les fondations de ce qu'est en fait New School Tacos aujourd'hui. Et ça vous a permis en fait d'ouvrir plusieurs restos. Et aujourd'hui, moi je suis quand même heureux pour vous, je connais bien votre marque et votre produit, et aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a aucun resto qui est en danger, donc c'est plutôt un succès. Oui, effectivement, on peut résumer ça comme ça. Alors il y a toujours des niveaux d'activité qui sont plus ou moins importants sur un lancement, mais effectivement, là où nous on rentre beaucoup dans le détail, c'est ce qu'on apporte à la franchise. C'est pour ça qu'on n'ouvre pas non plus 30 boutiques chaque année, mais plutôt en moyenne une dizaine. C'est ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, puisque ça va faire 2 ans et demi, 3 ans qu'on est ouvert à ce modèle de franchise. On essaie d'avoir déjà une cohérence géographique dans les endroits où on s'implante, de sélectionner les emplacements avec parcimonie et qualité. Avec du potentiel. Avec un potentiel de volume d'affaires qui excéderait d'autres réflexions de concepts différents, par exemple. Donc, des fois, on a refusé à plusieurs moments des emplacements, aussi en Ile-de-France à plusieurs reprises, parce qu'on estime que notre marque, il faut faire attention à la manière dont elle est perçue, les endroits où on l'installe, etc. Alors après, on arrive à avoir des emplacements encore de nos jours avec certaines facilités sur certaines régions, et puis ça prend beaucoup plus de temps sur d'autres. Mais le maître mot pour résumer, comme tu l'as dit, ne pas avoir de boutique en danger urgent ou en catastrophe, et qu'elle ne ferme pas, parce que c'est ce qui se passe souvent. Au bout d'un moment, quand tu vas super vite et tu es en période d'hypercroissance, tu as des boutiques qui en payent les frais, et puis tu en as qui sont allés trop vite dans l'implantation. Et on se trouve avec des boutiques en moins au fil des années. Donc nous, c'est pas notre objectif. Peut-être que ça arrivera un jour. Mais en tout cas, on veut rester sur une vitesse de croisière d'une dizaine de boutiques par an pour pouvoir vraiment accompagner. Aujourd'hui, l'équipe a grossi. Si on est prêt à ouvrir une boutique par mois et à les échelonner de cette manière. Mais par contre, c'est à peu près la cadence qu'on suit actuellement. Mais le travail se fait beaucoup en amont. Et on ne veut pas se surpasser pour voir des échecs derrière. Parce que c'est des entrepreneurs comme nous qui nous font confiance. C'est des fois des projets de vie ou début de projets de vie. Ils veulent se développer avec nous. Donc il faut y être très attentif, je pense. Ok, du coup c'est hyper logique ce que tu dis, et ça va en fait avec ce que tu disais précédemment, où voilà, vous dès le départ vous n'avez pas eu cette logique d'ouvrir pour ouvrir, et en fait d'avoir le plus de boutiques sur le territoire le plus vite possible. Vous avez toujours été dans cette logique en fait de sélection, que ce soit au niveau des Exactement. territoires, tu l'as dit, vous avez une étude. Voilà, et j'allais y venir. Voilà, donc pour finir sur les territoires, voilà, vous avez vraiment étudié de manière approfondie le potentiel de business sur la zone, mais surtout si ça allait être durable, mais aussi du coup la sélection, tu l'as très justement dit, la sélection des humains. Donc s'entourer en fait de partenaires de confiance sur lesquels on peut s'appuyer, c'est quelque chose qui est hyper important aussi dans la croissance et dans le développement de ce réseau. Donc en fait, voilà, si on suit cette logique, vous n'allez pas vous entourer de 25 personnes qui vont ouvrir chacun un resto, vous allez plutôt vous entourer, collaborer avec une personne qui elle va ouvrir un premier resto et qui derrière sera capable d'en ouvrir 4 ou 5. Exactement. D'accord. C'est vraiment la base de notre modèle et notre souhait.
Dans un premier temps, c'est de ne pas multiplier les interlocuteurs au sein même du réseau, de ce qu'on appelle nos partenaires, nos membres ou même nos ambassadeurs, parce qu'au final, c'est nous tous qui représentons la marque, tous ceux qui sont affiliés au réseau et qui le vivent tous les jours. Et vraiment, le but, je pense, c'est un objectif de vie et de capitalisation, de réussite pour chaque personne qui entre dans notre réseau. On veut qu'ils puissent se développer sur leur région. Alors c'est le cas pour pas mal de nos membres aujourd'hui. Ils se sont développés sur une région, un secteur, des endroits en France. Donc je pense au sud-est, je pense au sud-ouest, où on a 2 partenaires sur chacune de ces 2 régions qui font vraiment le taf et qui continuent. On est en train de faire la même chose en remontant un peu plus sur le nord-ouest et sur l'Île-de-France. Ça prend un peu plus de temps. Mais effectivement, à terme, on veut des personnes. Et c'est d'ailleurs l'objet de nos contrats de franchise. On fonctionne avec des réservations de zone un petit peu, pour ceux qui savent comment ça marche. Mais on leur laisse toujours un droit de préemption morale et même contractuel de nos jours, où on va aller leur demander, malgré qu'ils n'aient pas réservé les autres zones autour de chez eux, où on n'a pas encore contractualisé quelque chose et qu'il n'y a pas une zone qui est entre guillemets prépayée, on leur laisse quand même le choix et on les sollicite si quelqu'un d'autre veut s'installer sur une région, une agglo ou une aire urbaine totale, même si il aurait eu le droit en principe, parce que ça ne touche pas, on a des découpages secteurs qui sont assez cohérents et importants, mais malgré que ça ne touche pas la personne qui est déjà en place, il a déjà fait le taf dans sa région, il a déjà le produit et la marque, et il l'a ramené chez lui, en tout cas à l'endroit où il a voulu s'installer, et ben on lui demande, et il a un certain temps pour se positionner ou non, et dire non, je préfère exploiter cette zone, et je la réserve quand même, si c'est imminent. Donc toute notre logique et la manière dont on conçoit notre documentation sur la franchise et la manière dont on échange avec nos affiliés, et on les pousse aussi à se développer eux-mêmes, c'est ouvrir plusieurs restaurants dans votre région, dans votre ville. Une fois que vous avez commencé à faire le travail, c'est bête après de laisser l'opportunité à d'autres personnes pour se développer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est à peu près ce qui se passe. Ouais, c'est hyper intéressant. Là, tout à l'heure, tu parlais de mettre l'humain au centre de la relation. Là, typiquement, solliciter tes franchisés sur des zones où alors finalement quelqu'un d'autre pourrait s'installer, leur demander l'autorisation, c'est une vraie marque de confiance. Et c'est sûr que là, tu limites vraiment les risques de rupture de contrat, ou comme tu disais, que ça se passe mal, ou le fait que ça se passe mal, qu'il y ait des embrouilles que les relations se détériorent ou que... Ok, très clair là-dessus. C'est quoi là un petit peu les projets pour New School là, pour la suite ? Du coup, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on passe une étape, ça devient de plus en plus intéressant, ce qui nous stimule dans notre parcours entrepreneurial. C'est qu'aujourd'hui, on passe une étape un peu différente. On est en processus, on reste encore assez discret là-dessus, mais de levée de fonds avec un partenaire qui nous tient à cœur, parce qu'on était en relation avec plusieurs fonds pour pouvoir passer un next step, voilà. Ouais. Et c'est en parallèle de tout ce qu'on fait aujourd'hui. On siège à Toulouse, on a des petits bureaux avec notre centrale d'achat, et c'est important de le rappeler, ça a été une phase aussi déterminante de notre croissance. On distribue nos produits essentiellement sur le sud-ouest. Aujourd'hui, on a rejoint un groupement via notre centrale d'achat pour les produits, donc on arrive à couvrir toute la France. Il y a encore 1 ou 2 zones excentrées en France où on passe par des transporteurs, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un boulot qu'on gère au quotidien, mais comme notre équipe grossit, c'est un de nos enjeux majeurs aujourd'hui, c'est de continuer à assurer la distribution de nos produits. C'est ce qui fait qu'on peut distribuer des produits un peu différents aussi, parce qu'on a la main dessus. On est intégré à cette centrale d'achat. Et je parle de matières premières et de food essentiellement, hein. On vend pas encore des canapés, des chaises et nos tabourets, et puis c'est pas forcément l'objectif aujourd'hui. Notre but, c'est surtout que le mec arrive à construire la boutique la moins chère possible, malgré la taille, donc c'est des ratios au mètre carré qu'on essaye de contrôler toujours, et du coup être rentable le plus rapidement possible. Ouais, il y a vraiment cette volonté de maîtrise des coûts. Voilà, exactement. Et Dieu sait que c'est de plus en plus dur de nos jours, parce que tout augmente, on le voit. Ouais. Donc, et je dis pas, il y a des fois on a un décalage avec les personnes qui nous rejoignent parce qu'elles ne s'attendaient pas forcément à ça. Le Covid laisse des traces. Aujourd'hui, les matériaux coûtent plus cher. Il y en a qui en profitent pour la main-d'œuvre également, etc. C'est le jeu du Covid, c'est le jeu du post-Covid aussi, et de tout ce qui va se passer maintenant. Nous, c'est notre rôle d'arriver à maîtriser les investissements de nos ambassadeurs, des membres qui viennent nous rejoindre, et puis les personnes qui nous font confiance aussi par la suite, c'est de pouvoir les distribuer, les approvisionner, et que les produits qu'on soit à Marseille soient les mêmes qu'à Paris, qu'à Quimper, qu'à Niort, qu'à Mulhouse, et dans tous ces endroits. Donc pour ce faire, on fait grossir l'équipe. Le support qu'on fournit à nos membres est censé être toujours plus important au fur et à mesure de notre croissance. Ça va avec notre optique de levée de fonds et des personnes avec qui on discute actuellement. C'est pour passer vraiment un cap et investir vraiment les esprits marketing parlant, et aussi support franchise pour nos franchisés. Pour vos partenaires actuels. Voilà, le but c'est qu'ils aient une réponse à chaque fois qu'ils aient besoin de quelque chose.
pas envie de dire à n'importe quelle heure de la journée et de l'année, mais presque. Des visites beaucoup plus récurrentes. Aujourd'hui, on organise des tours qui sont déjà plus importants dans les restaurants avec notre équipe d'animation. Et on change du coup de locaux pour ce faire, parce que ça devient un peu trop petit où on est. On va avoir un siège assez important d'à peu près 400 mètres carrés sur Toulouse, non loin d'où on est actuellement. Notre centrale d'achat qui nous suit aussi, qui va être dissociée, mais qui va être au même endroit. On va pouvoir faire des tests sur place, organiser une vraie démarche R&D, et on recrute une personne et une deuxième qui vient en début d'année aussi pour ça, pour planifier des recettes, nous proposer des choses, s'assurer que ça puisse être dispo dans les restaurants et que ce ne soit pas une contrainte pour nos membres. Et là où on essaie d'aller encore un peu plus loin, et ça reste joli sur le papier, mais on essaie de trouver une cohésion là-dedans, c'est de pouvoir proposer ce qu'on veut faire à notre réseau et qu'ils puissent y participer. Bien sûr, s'ils ont la même optique que nous, de toujours innover dans le produit et qu'on puisse voter des nouvelles recettes, des nouveaux produits et que ça convienne à la grande majorité de notre réseau. Donc une belle croissance, mais toujours la même culture d'entreprise, avec cette volonté de maintenir le niveau de qualité, que ce soit au niveau du produit ou des services qui sont proposés à vos partenaires, à vos franchisés. Tu l'as bien résumé. Super, c'est exactement ça. Très, très intéressant en tout cas. Si je résume tout ça, vraiment un beau parcours et une belle cohérence dans les étapes de croissance. On teste notre modèle, on teste notre produit, on se développe pas à pas en minimisant les risques de la manière suivante. On s'entoure bien, on étudie vraiment de manière approfondie les zones où on s'implante. On essaye de bâtir une vraie relation de confiance centrée sur l'humain avec nos partenaires, avec nos franchisés. Et derrière, on staffe. Donc on n'a pas trop abordé cette partie-là pour le moment, mais vous avez vraiment staffé petit à petit. Aujourd'hui, vous avez un vrai pôle marketing, vous avez un vrai pôle RH, vous avez un vrai pôle logistique. Comme tu l'as dit, vous avez intégré votre centrale d'achat en amont. Ça vous permet vraiment d'assurer une maîtrise de vos coûts et surtout, comme tu l'as dit, pouvoir limiter des risques de problèmes de livraison, des risques de rupture des stocks, mais aussi de maintenir un niveau de qualité au niveau des produits et même des produits qui soient de meilleure qualité que des enseignes concurrentes. C'est exactement ce qu'on veut faire. Et voilà, une fois que tout ça s'est installé, qu'on a bâti qu'on a vraiment le ciment de notre industrie et que notre marque se porte bien, on lève des fonds pour accélérer et passer à un vrai cap de croissance, un vrai changement d'échelle. T'as mieux résumé que moi encore. T'as été bon, Paul. C'est bien, pour ça. Là-dessus. Mais c'est exactement ça, c'est la dynamique. Si je peux revenir juste rapidement sur la partie staff, je t'en prie. Pour que ceux que ça intéresse puissent le comprendre et puis que ça puisse servir aussi, c'est l'objectif de ces podcasts. C'est que nous, on travaille d'une certaine manière au début où on était beaucoup ce qu'on peut appeler couteau suisse et on faisait plusieurs métiers à la fois. Au final, on en a besoin au début, on n'est pas forcément assez. Et ça englobe vraiment beaucoup de secteurs d'activité différents, de développer une franchise et de bosser sur des sujets très différents les uns des autres, que ce soit au niveau marketing, administratif, financier, logistique, etc. Aujourd'hui, effectivement, on a restructuré en différents pôles d'activité et il y a des responsables sur chacun de ces pôles. Nous, on joue encore aujourd'hui avec Selim un rôle opérationnel et c'est parce que ça nous plaît et qu'on estime qu'on peut apporter quelque chose encore et toujours sur le développement de New School. Mais on a réussi à trouver le bon équilibre entre piloter tout ça, prendre des décisions et aussi donner des responsabilités à chacun des pôles et aller leur trouver de la place parce que comme je le disais, on est trop à l'étroit, donc on va bientôt prendre possession de nos nouveaux locaux. On va être vraiment dans un espace pour accueillir tout le monde, des futurs franchisés, des candidats qui sont encore en réflexion. On a vraiment aujourd'hui tout sur le sud-ouest et sur Toulouse particulièrement pour qu'un candidat qui veuille venir nous rencontrer puisse visiter notre siège, la manière dont on travaille, comment il pourra solliciter ses supports plus tard s'il nous rejoint, les différents modèles de restaurants qu'on a. Parce que c'est important et on n'a pas rappelé. Exact. Voilà. Ouais. On reviendra dessus rapidement pour le détailler un petit peu. Mais tout ce qu'on fait et ce qu'on sait faire, il le verra à Toulouse. Il verra aussi notre centrale d'achat. Comme je le disais tout à l'heure, on vient de récupérer plus de 2000 m², donc 400 m² de bureau pour notre siège, pour pouvoir s'installer confortablement. Et on a à peu près 1800 m² de centrale d'achat, et je répète pour le sud-ouest, et on est partenaire d'un groupement avec d'autres entrepôts en France pour pouvoir livrer les autres régions de France, et c'est très important aujourd'hui d'assurer cette logistique. Et on a aussi un laboratoire qui est en cours de préparation pour pouvoir être réactif et sortir des produits de manière récurrente et innovante. Ok, parce que voilà, l'idée c'est pas parce que vous êtes bien implanté sur le marché et que vous vous développez fort que vous n'allez pas arrêter. Qu'il faut s'endormir sur ses lauriers. Exactement. C'est un petit peu ça l'état d'esprit. Ouais. Il y a une vraie innovation produit chez New School, on le voit notamment, comme tu en as parlé tout à l'heure, vous avez vraiment poussé la personnalisation du produit, les ingrédients, les recettes signature. C'est ça. Voilà, mais ça se ressent au niveau de votre com. Récemment, il y a vraiment un vrai ADN de marque New School quand on observe un petit peu votre façon de communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux
sociaux, mais aussi lors des ouvertures. Chaque ouverture d'un nouveau restaurant à New School, c'est un vrai événement. Moi, j'ai eu la chance d'y participer, donc j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Donc vous êtes sur une réelle dynamique, et aujourd'hui, on peut vraiment vous considérer comme des challengers sur le marché, et je pense que les gros ont du souci à se faire. Ouais, après, tu vois, nous, on estime, on est ravis que tu perçoives les choses de cette manière, parce qu'on est perçu un peu de cette manière aujourd'hui sur ce marché. Après, vraiment, le but, et je pense que la plupart de nos confrères seront d'accord, c'est de ne pas s'engouffrer dans un produit avec un manque d'identité sur le tacos français, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a une manière de présenter un produit comme sur le burger ou sur la pizza avec plusieurs créneaux différents. Bien sûr. Et aujourd'hui on trouve ça trop pauvre sur le marché du tacos français, et il y a vraiment des choses à aller chercher, des choses à faire, et nous c'est notre objectif de vraiment se placer dans un créneau alternatif qu'on maîtrise à 100%, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on fait comprendre au public petit à petit, et pour qu'il y ait un avenir et que demain qu'on soit challenger, certes, c'est une chose, parce que demain on décide d'aller manger là-bas ou là-bas, et puis on va manger qu'une seule fois en général, et puis après on reparle le lendemain. Mais le but, c'est de pouvoir être un challenger pour tout le monde sur le marché de la restauration rapide, et pas juste s'engouffrer dans un marché axé tacos français avec des produits trop similaires les uns des autres ou trop redondants. On sort des choses aujourd'hui pour les amateurs qui sont à base de patates douces, de légumes grillés, ce qu'on appelle du jambon de bœuf sec, assaisonné, des recettes au pesto. C'est des choses qui sont un peu plus insolites sur le marché du tacos, et il y a des gens qui viennent chez nous pour ça aussi, parce qu'ils peuvent faire ce genre de compo chez nous, se retrouver dans un cadre aussi différent, une digitalisation et un confort magasin qui est aussi différent, parce que on a été un des pionniers et des premiers sur le marché, je le dis, c'est une réalité, à faire des tables connectées, à avoir des assises un peu plus différentes, avec un coin très cosy pour le coup, et un coin où on a vraiment des grands espaces famille, etc. Et on peut manger sans être étouffé par le bruit, par le monde, etc. Donc voilà, c'est vraiment une volonté d'apporter ce produit différemment, de le faire voir différemment, et puis de continuer à travailler comme nos confrères d'ailleurs que je salue, puisque ça reste intéressant, et c'est ce qui nous pousse chaque jour à tous innover, à faire des choses différentes. Donc c'est pas un tacos, c'est le Tacos New School. Exactement, okay. Je pense qu'aujourd'hui les personnes qui viennent chez nous et qui nous connaissent déjà, donc les personnes qui reviennent, elles savent pourquoi elles reviennent, elles viennent chercher quelque chose en particulier, et elles le trouvent, j'ose espérer, et notre boulot c'est qu'elles le trouvent toujours. Ok, merci Anthony. Pour finir sur la conceptualisation, tu as parlé d'un truc qui est intéressant, c'est cette complémentarité qu'il y a entre le produit et les points de vente. Toi, tu nous as dit que c'est hyper important pour vous de proposer en fait un lieu de vie plus qu'un simple restaurant. Et vous avez vraiment poussé le concept de vos restos de manière forte. Aujourd'hui, quand on passe à côté d'un resto New School Tacos, c'est quand même difficile de pas le voir. C'est difficile de passer à côté. Exactement, c'est difficile de le passer à côté, comme tu dis. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Tu voulais revenir là-dessus peut-être ? Un petit peu, juste pour rappeler, et encore une fois, je pense que c'est intéressant d'en parler ici, la manière dont on déploie maintenant les magasins, c'est qu'on a toujours eu pour objectif de faire des grandes boutiques très spacieuses, et avec tout ce que ça englobe, ce que j'expliquais tout à l'heure, avec beaucoup de digital, du confort pour les personnes. Aujourd'hui, on arrive aussi à trouver des justes milieux, et je parlais de différents formats tout à l'heure. Bien sûr. C'est de se dire, voilà, c'était notre axe premier de faire ça, on continue à le faire, on appelle ça d'ailleurs des boutiques premium chez nous. Donc c'est les magasins New School format premium qui font en moyenne 180, 200 mètres carrés avec pas mal de places assises, vraiment du confort et beaucoup de circulation dans les espaces. Mais aujourd'hui, on est capable aussi de le faire, et on le propose en termes de variantes pour que les personnes puissent se développer sur leur région. C'est qu'une fois qu'ils ont une boutique pilote d'un format premium comme on appelle, on va pas à chaque fois leur imposer de faire des boutiques de 200 mètres carrés, et puis pour se développer sur une ville, des fois c'est pas viable, on trouve pas toujours des locaux à des emplacements idéaux de 200 mètres carrés. Donc on a des formats alternatifs comme un format compact qu'on appelle, qui est sur une moyenne de 100 mètres carrés, où on essaye de maîtriser un coût global d'investissement, et ensuite des formats un peu plus alternatifs encore qu'on appelle les New School Corner. On en a installé un, d'ailleurs, petit clin d'œil pour ceux qui ont pu le voir sur le parc Vigard Matabio à Toulouse. Et on est en train de dupliquer ces formats sur d'autres modèles aussi, comme des dark kitchen ou ce qu'on appelle des food courts, avec plusieurs enseignes réunies aux mêmes endroits. Et il y en a un qui va être inauguré d'ici la fin de l'année en Ile-de-France. Et c'est tous ces modèles inclus qui représentent une cuisine dans un espace, et on ne dispose pas forcément de place assise attitrée, qu'on a appelé New School Corner. C'est uniquement une cuisine adaptée dans un espace, mais dans des espaces pour lesquels on a de l'attrait, qu'on trouve intéressant, comme une gare, comme un centre de loisirs, comme un food court, et comme à certains endroits dans des villes où on a une bonne notoriété, des dark kitchens centralisés où on ne fait que de la livraison.
On en a fait l'expérience à Marseille, en phase test, et on est en train de le programmer sur quelques villes où on a une très bonne notoriété. Donc ça, une vraie stratégie pour conquérir en fait les marchés locaux, une fois qu'on a un franchisé qui a déjà un flagship, un resto premium. Une marque, New School, 4 concepts, avec ces différents formats de restaurants pour proposer finalement la même marque, mais avec des variantes différentes. C'est vrai que ça, c'est une stratégie qui est hyper intéressante. Et qui ne sont pas une contrainte trop importante pour le franchisé qui veut se développer dans sa région. En termes d'investissement. Alors c'est surtout 3 concepts, juste pour te reprendre, mais un dernier qu'on a appelé le Corner et qui englobe plusieurs variantes aussi de cuisine dans l'espace. Mais oui, c'est très bien résumé, c'est le but de... Toujours dans la même optique, alors on parle beaucoup d'humain, je reviens dessus aussi, mais c'est qu'on garde une bonne relation avec tout le monde dans la franchise. On a déjà eu des désaccords, et il y en aura encore, avec tous nos membres. On a déjà eu des sujets de discussion où ça nous menait à des réflexions. Est-ce qu'il faut vraiment adapter ce produit-là là-bas ? Est-ce qu'il faut vraiment l'appliquer pour lui ? Est-ce que cette personne, on est d'accord avec elle qu'elle applique une politique tarifaire légèrement différente ? Et des fois, on peut être en désaccord parce que ça reste humain, mais ce qui est bien chez New School, le séminaire qu'on vient de terminer il y a à peu près une dizaine de jours maintenant nous le prouve encore, c'est qu'on arrive toujours à se retrouver tous ensemble, que tout le monde s'entend bien et qu'on arrive toujours à discuter avec tout le monde. Et à trouver des solutions. Aujourd'hui, le but, et c'est ce que j'ai vu ailleurs dans d'autres réseaux, même hors food, où on atteint des points de non-retour parce que c'est business, les mecs ont plus du tout la même vision, il y a une césure totale entre des différents états d'esprit, et ensuite on revient plus en arrière, on discute plus, et puis on se laisse... aller à l'échec. Et c'est bon ni pour l'image du réseau en question, ni pour la personne en elle-même qui a investi. Donc voilà, aujourd'hui, nous, bien sûr, quand on prône l'humain, il y a tout ce qu'il y a de bien et aussi tous les sujets de discussion et de débat que ça amène. Mais nous, on sait les prendre d'une manière chez nous, on arrive à s'asseoir autour d'une table, à discuter, à aller dans le sens des remarques et aussi à faire comprendre nos choix, autant pour le réseau que pour tous nos ambassadeurs. Il y a vraiment cette volonté de trouver des solutions ensemble en fait et de conserver cette relation qui est si chère aux yeux de New School. Exactement, et je pense que c'est le maître mot, une relation qui est très importante pour nous avec les personnes qui nous rejoignent. Encore une fois, il faut considérer tout ça parce que c'est du travail, c'est pas uniquement une personne qui vient faire grossir ta réputation, ta notoriété ou dupliquer ton concept. Alors c'est le cas pour certains parce qu'ils ont une vision investisseur et tu vois on en a dans notre réseau, mais c'est quelque chose qu'ils affectionnent et le fait, et parce que c'était un peu le lien avec les concepts qu'on propose, là où je voulais en venir, c'est que en fait le but c'est qu'ils aient envie et qu'ils sachent pourquoi dupliquer la marque sur un territoire une fois qu'ils sont installés. Donc leur proposer différents concepts c'était aussi pour eux, parce que sinon notamment nous avec les boutiques en propre qu'on a, on a toujours développé un peu les concepts similaires et ça nous convenait bien, mais le but c'est que un ambassadeur de notre marque sur un territoire, il puisse se développer et qu'il n'y voit pas de contraintes. Et ça, pour nous, bien évidemment, c'est beaucoup plus important que de dupliquer 100 boutiques en 3 ans, avec sans interlocuteur, sans savoir ce qui va se passer les 3 années qui suivent. Ok, très clair. Voilà. Hyper intéressant. Merci Anthony pour toutes ces précisions. On a abordé beaucoup de sujets. Effectivement. Je sais pas si tu vas arriver à tout rentrer. Je sais pas si je vais arriver à tout rentrer. Mais j'espère en tout cas que ça pourrait intéresser tout un chacun. Voilà, que nos auditeurs et notamment les amateurs de food auront trouvé ça intéressant. Je vais te laisser le mot de la fin. Ouais, pas de souci. Si aujourd'hui tu avais un conseil à donner à un entrepreneur ou à des entrepreneurs, des personnes qui ont envie de se lancer dans la food, qui ont envie de lancer un concept, des passionnés, qu'est-ce que ce serait ? C'est une question gênante pour moi-même parce que j'estime aujourd'hui que j'ai beaucoup de conseils à me donner à moi-même encore. Okay. Parce qu'on continue et je pense que c'est important que les gens que ça intéresse l'entendent. Et c'est des choses que je peux dire, surtout notamment un critère pour réussir selon moi qui est important, mais que je continue à m'appliquer à moi-même au quotidien parce que c'est important, il faut se le répéter sans cesse. C'est juste tout simplement d'arriver à faire confiance aux personnes avec qui on choisit de bosser. Parce que, et ça paraît anodin, mais je pense que dans la vie de tout entrepreneur, et là je parle food, hors food, et j'ai envie de dire même réseau de franchise ou pas, et c'est encore plus important chez nous pour un réseau de franchise parce qu'il y a 3-4 aspects des personnes avec qui on choisit de bosser. C'est qu'il y a d'abord dans nos restaurants à nous-mêmes, on s'entoure de personnel, de staff, et ensuite on doit prendre du recul, arriver à responsabiliser des personnes, à en faire évoluer certaines autres, et à leur faire confiance tout simplement. Et ensuite, c'est la même question que ça, dans un univers très différent qui est tête de réseau. Il faut faire confiance à des personnes, recruter correctement et aussi apprécier travailler avec ces personnes, écouter leurs idées et les laisser faire. Et je pense qu'on ne fait rien tout seul aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on se développe en franchise.
Et c'est pareil, encore une fois, des partenaires qu'on sélectionne, qu'on affectionne beaucoup ou un petit peu moins, mais en tout cas en qui on voit un potentiel, et ensuite il faut savoir leur faire confiance. Et encore pareil pour des partenaires ou des fournisseurs. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment notre capacité à sélectionner des personnes avec qui on a envie de travailler, et ensuite s'en rappeler tout au long de la relation, et leur faire confiance au fil du temps. Je pense que c'est vraiment une des clés de la réussite de n'importe quelle entreprise, et notamment d'une entreprise en réseau comme la nôtre. Et sans cesse, au fur et à mesure qu'on va recruter, ce sera de plus en plus, et on pourra toujours le voir comme une espèce de famille, parce qu'aujourd'hui c'est un peu comme ça qu'on se représente, et je ne sais pas si ce sera toujours aussi familier quand on sera peut-être une centaine ou même une cinquantaine sur notre siège, mais c'est vraiment l'esprit qu'on a envie d'avoir en tout cas, et de tous se faire confiance. Écoute, moi je trouve que cette réponse elle est quand même hyper intéressante et hyper belle. Je pense que tu as quand même bien répondu à ma question, et que nos auditeurs vont vraiment s'imprégner de ça, et que ça va vraiment les enrichir. Pour résumer, en fait, finalement, on ressent, quand on t'écoute, on sent que cette aventure entrepreneuriale, ça a été et c'est encore un plaisir, que tu prends vraiment plaisir à travailler avec les personnes qui t'entourent. Donc voilà, je pense que c'est un bon moyen de clôturer notre podcast. Et je te remercie encore d'être venu et d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi pour l'invitation et pour ton point final. Et on y sera arrivé, on pourra le dire. Exact. Pour la petite anecdote, on a repoussé 3-4 fois notre rendez-vous parce qu'on bosse beaucoup tous les deux justement. Exactement, mais on y est arrivé. Mais c'est gage de plaisir au travail. Tout à fait. Merci encore Anthony, merci à vous de nous avoir écoutés, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Eclipse. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à votre famille, vos amis, vos collègues, et nous suivre sur les réseaux sociaux Eclipse Podcast sur LinkedIn et Instagram. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.